Bonjour, nous reprenons notre module d'optique géométrique avec un quatrième chapitre sur l'étude des systèmes sphériques. Dans ce chapitre, nous allons traiter successivement la réflexion sur les surfaces sphériques, en l'occurrence les miroirs sphériques, suivi d'un paragraphe sur la réfraction sur toujours des surfaces sphériques, c'est ce qu'on appelle les dioptres sphériques. Alors, pour la réflexion sur la surface sphérique, principalement, on va considérer le miroir sphérique et on va pouvoir définir le miroir sphérique comme étant une surface sphérique capable de réfléchir la lumière presque en totalité. Donc, un miroir sphérique dispose d'un centre C, d'un sommet S et d'un rayon SC, qu'on note grand R. Donc, comme on peut le voir devant nous, nous avons deux types de configuration. Nous avons la configuration d'un miroir concave. Donc, je considère la lumière qui arrive de la gauche vers la droite. Et donc, la lumière va directement sur cette partie-là qui est la partie qui réfléchit la lumière. Et nous avons le centre C qui se trouve dans cette partie, justement, qui réfléchit la lumière. Donc, on va l'appeler le miroir concave. L'autre configuration, ça va être le miroir convexe et c'est plutôt le centre C qui se trouve dans la partie qui ne réfléchit pas la lumière. C'est cette partie qui se trouve derrière. La face de devant, c'est par où arrive la lumière, c'est le milieu d'entrée. Et donc, on va définir ce qu'on appelle la configuration type convexe. On va devoir différencier entre le concave et le convexe grâce à la valeur algébrique SC. Donc, dans la première configuration, SC, valeur algébrique est inférieure à 0. Et dans le miroir convexe, la valeur SC est supérieure à 0. Et on reporte sur ce slide aussi donc l'exemple réel d'un miroir sphérique. Donc, c'est une surface qui renvoie, dans ce cas-là, qui renvoie de la lumière. Dans ce cas-là, nous avons un miroir sphérique de type convexe. Nous avons aussi d'autres définitions. Donc, un miroir sphérique peut être considéré comme étant une portion de sphère dont l'une des faces est réfléchissante. En général, c'est une calotte sphérique de sommet S, de centre C et bien sûr de rayon SC. Comme c'est sphérique, nous avons l'axe principal. L'axe principal, c'est la droite CS qui constitue la normale au dioptre sphérique passant par S. Donc, ce que je reporte sur cette figure, c'est le type concave. Et vous avez donc un rayon incident qui arrive de la gauche vers la droite et qui est réfléchi en passant par l'axe de ce miroir. Bien évidemment, le principe que j'utilise est tout simplement la loi de Descartes, c'est-à-dire l'angle incident est égal à l'angle de réflexion. Donc, un miroir sphérique concave est caractérisé, comme je l'ai dit, par une face réfléchissante se trouvant du même côté du centre C. Et évidemment, pour le miroir convexe, on va devoir trouver le centre C qui se trouve dans la partie qui ne réfléchit pas la lumière. Dans ce deuxième paragraphe, on va parler plutôt du stigmatisme et de la construction géométrique. Donc, je considère un miroir de type concave, je considère le centre, le sommet, je considère un point lumineux qui envoie un rayon sur la surface au point B, et donc, selon la loi de Descartes, donc, il sera réfléchi en passant par cet axe. Je prends un autre rayon lumineux qui va de A, mais qui passe par C et par S, et donc leur intersection va donner le point A' qui sera considéré comme image de A à travers le dioptre sphérique. On reporte un petit peu les explications. Donc, on envoie maintenant un autre rayon lumineux suivant une autre incidence. Donc, on peut considérer une autre incidence. On change l'angle d'incidence. Je rappelle que l'angle d'incidence est défini, comme on l'a vu dans le chapitre 1, l'angle qui est coincé entre la normale et le rayon incident. Et l'angle de réflexion, c'est l'angle qui se trouve entre la normale et le rayon réfléchi. Je rappelle que pour cette surface sphérique, la normale, ce sont toutes les droites qui passent par la surface et qui passent par C. Donc, nous n'avons pas une seule normale, nous avons toutes les droites qui sont concurrentes mais qui passent par le centre C, sont considérées comme des normales. Donc,
Entre B et C, c'est une normale. Entre A et C, c'est une normale. Et je peux choisir aussi d'autres normales selon le besoin, selon l'angle d'incidence. Donc, si je change l'angle d'incidence, eh bien, le point A' va aussi changer. Donc, parler du stigmatisme, c'est voir si on considère un point objet qui envoie de la lumière vers le miroir, est-ce qu'on aura une image unique quand je change l'angle d'incidence. Donc, si je prends des rayons parallèles qui viennent de l'infini, qui s'orientent vers ce miroir concave, regardez, vous avez de la convergence qui n'est pas tout à fait sur un point, c'est une petite sphère, c'est un petit espace, et dans ce cas, comme on a changé d'incidence, on n'obtient pas forcément la même position. Donc, on va confirmer encore une fois, comme on l'a rappelé au chapitre 2, que pour le miroir sphérique, le stigmatisme rigoureux n'est pas réalisé et on va devoir appliquer les conditions de Gauss. Alors, relation de conjugaison, paragraphe 3. Donc, comme tous les systèmes optiques, nous allons établir ce qu'on appelle la relation de fermeture ou la relation de conjugaison. Donc, pour le miroir sphérique, je considère aussi une configuration de type concave. Je considère un point objet qui donne un rayon lumineux vers B qui est réfléchi en passant par l'axe. Je considère le rayon normal qui va de A vers C vers S qui sera réfléchi vers lui-même et je construis A' image de A à travers ce miroir. Bien évidemment, je travaille dans les conditions d'approximation de Gauss et dans les conditions d'approximation de Gauss, je vais considérer les rayons par axiaux, c'est-à-dire les angles petits et je vais considérer que le miroir en question, c'est un miroir de faible ouverture ou bien de faible étendue. Je ne vais pas considérer des miroirs de rayon égal à 2 mètres ou 3 mètres. D'accord ? Donc, pour établir cette relation de conjugaison, c'est la relation qui va vous servir pour régler tous les problèmes et tous les exercices que vous aurez à traiter, en TD par exemple. On va sélectionner les triangles A, B et C et après, on va prendre les triangles C, B et A'. Je vais noter l'angle U, c'est l'angle B, C et B, A et C. Je vais noter l'angle θ, B, C et A', je vais noter l'angle U', B, A' et S. Donc, dans le premier triangle ABC, vous avez la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc, c'est-à-dire U plus I plus cet angle qui est là, eh bien, l'angle qui est là, ce n'est autre que pi, 180, moins θ. Donc, pi moins θ plus U plus I égale à pi. Ensuite, dans le triangle B, C et A', vous avez pi moins U', c'est-à-dire ce qui est là. Ça, c'est pi moins U' plus I. Pourquoi I? Parce que I, c'est l'angle de réflexion. Et d'après la loi de Descartes, l'angle d'incidence égale à l'angle de réflexion. Donc, pi moins U' plus I plus θ égale aussi à pi. Maintenant, je remarque que pi existe de ce côté-là et de ce côté-là, je vais devoir simplifier. Je remarque aussi dans la deuxième équation que pi existe dans les deux parties. Je vais devoir simplifier et je vais sommer. Donc, quand je vais sommer, je vais trouver 2θ égale à U plus U'. Pour rappel, j'ai mis le schéma sur votre droite en bas. D'un autre côté, donc je considère cette équation, d'un autre côté, je vais regarder tout simplement si je fais la projection du point B sur l'axe CS. Donc, je note la projection orthogonale sur l'axe avec le point H et je vais devoir former des triangles rectangles. Les triangles rectangles que j'ai, c'est ABH, CBH et A'BH. Et à chaque fois, je vais considérer l'angle θ, l'angle U et U'. Donc, je commence par la tangente de U. Donc, la tangente de U n'est autre que HB sur AH. La tangente de θ, c'est HB sur CH. C'est ça. Et la tangente de U', c'est HB sur A'H. Donc, voilà l'expression de trois tangentes. Et je sais que je suis dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire je prends des angles petits, c'est-à-dire les incidents et les réfléchis doivent être petits. Et quand j'ai les conditions d'approximation de Gauss,
la tangente qui est égale à sinus sur cosinus, le sinus doit être égal à l'angle et le cosinus est égal à 1. Donc la tangente est égale à lui-même. Donc la tangente de U égale à U, la tangente de U' égale à U', la tangente de θ égale à θ. Et je vais devoir remplacer les expressions de U, U' et θ dans l'équation de θ égale U plus U'. Donc, dans ces conditions de Gauss aussi, je n'oublie pas que quand on a un système optique de faible ouverture, c'est-à-dire que le point B, il est beaucoup plus proche au point S, le sommet. B, je rappelle, c'est le point incident. Maintenant, quand je fais la projection, le H va être proche de S. Toujours aussi dans les conditions d'approximation de Gauss, j'ai la projection des incidents sur la surface qui s'approche du sommet. Et dans ce cas, je vais devoir confondre le point S, c'est-à-dire le sommet, avec la projection des rayons incidents. Et donc, si je remplace S par H dans ces expressions, donc j'ai 2 fois θ, c'est-à-dire 2 fois HB sur CH, égale à U, c'est-à-dire égal à HB sur AH, plus U', qui est égal à HB sur A'H. Donc, si je remplace dans cette équation, je vais devoir trouver la fameuse relation de conjugaison des miroirs sphériques dans les conditions de Gauss. C'est 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA'. Et je répète bien, 2 sur SC égale à 1 sur SA plus 1 sur SA'. Vous pouvez l'écrire, c'est 1 sur SA plus 1 sur SA' égale à 2 sur SC. C'est la relation qui va lier la position de l'objet et de l'image par rapport à S au rayon du miroir sphérique. Ça, c'est une relation à retenir parce que avec cette relation, vous allez devoir faire vos exercices. Bien, nous pouvons de manière très simple, en utilisant juste la relation de Schall, montrer qu'il existe une autre relation de conjugaison avec origine au centre. Parce que celle-là, c'est avec origine au sommet dans les conditions de Gauss. Et cette autre relation, c'est 2 sur CS égale à 1 sur CA plus 1 sur CA'. Vous allez juste partir de cette relation en écrivant que SA égale à SC plus CA, en écrivant que SA' égale à SC plus CA'. Vous inversez SC est égal en valeur algébrique moins CS et vous allez effectuer vos calculs pour trouver que la relation de conjugaison va s'écrire de cette manière. Bien, ceci étant dit, donc nous connaissons maintenant les deux relations de conjugaison avec origine au sommet et avec origine au centre. Et nous allons bien évidemment parler des points focaux, objet et image, et des plans focaux, objet et image. Et on va commencer par définir d'abord le point foyer objet et le point foyer image pour un miroir sphérique. Alors, on le sait et on va le démontrer que les points F et F' pour un miroir sphérique sont confondus. Donc, je considère la configuration devant nous d'un miroir concave, sphérique, et d'un miroir sphérique convexe. Et on va définir un point focal objet, image F' est défini comme l'image d'un point objet situé à l'infini, c'est-à-dire que A est à l'infini, ce qui lui correspond F' égale à A'. Donc, en d'autres termes, pour déterminer le point F', je dois considérer une image qui se trouve à l'infini. Si l'image est en F', ça veut dire que l'objet est quelque part à l'infini. Et donc, je vais revenir à mon équation et remplacer par A' par F' et considérer que A à l'infini. Si A est à l'infini, ça veut dire 1 sur l'infini est égal à 0 et 1 sur SA' devient 1 sur SF'. Donc, vous faites monter SF' ici et vous aurez SC qui était au dénominateur va passer au numérateur et donc vous allez montrer rapidement que SF' qui est noté petit f', la distance focale image est égale à SC sur 2. Ne confondez pas la distance avec le point. Donc F', c'est une distance focale qui est égale à SF' et le point, c'est grand F'. C'est ce que je note ici. Pour le miroir concave, ça veut dire que tous les rayons qui sont à l'infini vont être réfléchis en passant par F'. F' est considéré un point caractéristique d'un système optique. Dans ce cas, c'est le miroir
sphérique. Donc, juste, il va falloir retenir la définition de ce qu'on appelle le point foyer-image. Le point foyer-image, c'est un point si son objet est à l'infini. Et inversement, pour le foyer-objet, on va le faire par la suite. Donc, voilà pour la définition du point f'. Maintenant, si je veux parler de f, je fais l'opération inverse. Un point A est au foyer f, c'est-à-dire le foyer objet, si l'image est rejetée à l'infini. Donc, si je reviens à ma relation, si l'image est rejetée à l'infini, 1 sur l'infini va être 0 et SA va être remplacé par SF et je peux rapidement trouver que SF est égal à petit f égale à SC sur 2. Et on remarque que f' égale SC sur 2, f égale SC sur 2, ça veut dire que pour le miroir sphérique, et c'est le seul système qui le réalise, le foyer objet et le foyer image sont deux points qui sont confondus et c'est encore mieux parce qu'ils vont se trouver juste entre le centre et le sommet. C'est le milieu. C'est-à-dire que la localisation de ce point-là, F et F', c'est entre C et S et c'est le milieu. Donc pour la configuration concave et pour la configuration convexe, c'est la même chose. Donc SC sur 2, c'est-à-dire au milieu. Alors, toutes les droites qui passent par le point F', perpendiculairement à l'axe principal, sont appelées le plan focal objet. Et dans ce cas, pour le miroir sphérique, il est confondu au plan focal image. Pour le concave, il est dans la partie réelle. Et pour le miroir convexe, ce plan se trouve dans la partie virtuelle. Voilà. Donc, ça c'est pour le point F et le point F'. Maintenant, paragraphe 1.5, on va parler du grandissement et de ce qu'on appelle la formule de Newton. Donc, la même chose, vous pouvez revenir à ce schéma-là, par exemple, et vous pouvez facilement montrer que le gamma, ce qu'on a traité au chapitre 2, c'est ce qu'on appelle le grandissement transversal, qui n'est autre que la valeur algébrique de l'image sur la valeur algébrique de l'objet. Donc, c'est la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet. On peut rapidement et facilement montrer que c'est égal à CA' sur CA. C'est aussi une relation de conjugaison, si on veut. C'est le grandissement transversal avec origine au centre, bien sûr. Mais on peut aussi facilement montrer que gamma, qui est le même, d'ailleurs, est égal à moins SA' sur SA. Et je répète, ce n'est pas SA' sur SA. Gamma égale à moins SA' sur SA. On peut aussi le montrer que ce gamma-là est égal à moins petit f sur FA égal à moins f'A' sur F'. Et de là, je vais sortir la relation de Newton qui est juste le produit de f' moins FA f'A' est égal à 0. C'est ce qu'on appelle la relation de Newton. On essaiera dans les travaux dirigés de faire les applications nécessaires et de retrouver ces formules. Maintenant, le paragraphe 6, représentation dans les conditions de Gauss. Bien évidemment, dans les conditions de Gauss, nous considérons l'objet petit plan perpendiculaire à l'axe principal. Nous considérons que le système est de faible étendue et que les rayons sont paraxiaux, c'est-à-dire les angles sont petits. Quand je considère le système, la troisième condition ou la deuxième, le système de faible étendue, c'est-à-dire je vais considérer une surface sphérique, mais je vais prendre juste la partie centrale autour de S. Juste pour imaginer que la courbure autour de S devient comme une surface aplatie, plane. Et donc, je considère le point S et le point C et la représentation dans les conditions de Gauss suggère que ça est un petit peu aplati. En fait, c'est une courbe qui est arrondie, mais autour de S, on va considérer que c'est quelque chose comme un plan. Ce n'est pas tout à fait un plan parce que si vous prenez le point d'incidence ici, leur projection va être sur S et rappelez-vous que c'est exactement ce que j'ai utilisé ici, c'est-à-dire que H et S sont très rapprochés. Donc, on a un petit peu imaginé la situation en prenant des plans aplatis ici, mais ça reste quand même une surface sphérique pour le concave et bien évidemment pour le convexe. Maintenant, pour les applications, il va falloir qu'on change un petit peu entre les points. Parce que quand on a voulu faire la démonstration, on a considéré des points. Maintenant, pour les applications, je vais passer à prendre des objets étendus et je préfère directement
passer sur ce slide pour le faire devant vous et on va essayer de construire pour le concave et après on va terminer ce paragraphe en passant sur une application avec le convexe. Très bien. Donc de manière générale, ça c'est la configuration de type concave. Ça veut dire j'ai un C, j'ai un S et SC est inférieur à 0. Donc rappelez-vous ce qu'on a fait. Je vais peut-être prendre le rouge. OK. Donc regardez que SC est inférieur à 0. Ça veut dire que je suis dans la configuration type concave. Je sais que F égale F' égale SC sur 2 et bien sûr est inférieur à 0 aussi. Parfait. Maintenant, le point F, il est confondu avec F' et je considère un objet dans cet espace. Si vous revenez au chapitre 2, nous avons défini que pour les systèmes qui réfléchissent la lumière, la partie des objets réels et des images réelles se trouve avant le sommet. Parce que la lumière entre par ce milieu, va faire sa réflexion et va sortir par le même milieu. Donc je suis dans la situation objet réel. Alors, nous avons dit que ce miroir sphérique ne présente pas un stigmatisme rigoureux pour l'ensemble des points de l'espace. Sauf dans deux cas à retenir. Le centre C, c'est un point par où passent tous les rayons incidents et vont être réfléchis parce que c'est ce qu'on appelle une normale. Donc, incident et réfléchi. Donc, le point C, c'est un point qui réalise le stigmatisme parfait et le couple de points conjugués, c'est C et C. Ça, c'est A et ça, c'est A'. Aussi, d'autres types de points, ce sont les points qui sont sur la surface, qui sont juste sur la surface. Ce sont des points qui vont donner leur propre image. Donc, tous les points de la surface réalisent le stigmatisme parfait. Donc, le miroir sphérique convexe ou concave n'est pas rigoureusement stigmatique pour tous les points, sauf dans deux cas, le centre et les points de sa surface. Très bien. Je vais devoir effacer ça pour faire ma représentation. Donc, je note bien sûr θ et j'efface et je vais reprendre. Très bien. Donc, je considère un objet réel qui se trouve avant le centre C. Je peux considérer un objet réel qui se trouve entre C et F, entre F' et S, mais je peux aussi considérer un objet qui se trouve ici. Et dans ce cas, vous avez compris, l'objet que je considère est un objet qui est virtuel. Donc, on va essayer de faire un premier cas. Peut-être on fera d'autres cas pour les travaux dirigés. Donc, je peux avoir cette position entre moins l'infini et C. Ça va donner une image différente si je prends l'objet dans cet espace et différente si je prends l'objet dans cet espace. Et bien évidemment, ça c'est réel. Donc, toujours A et B, A et B. Et vous avez aussi la possibilité même d'aller plus loin et de faire la démonstration pour l'objet virtuel. Alors, si je passe à l'autre configuration qui est le convexe, c'est la même chose. Donc, vous avez la possibilité de considérer l'objet réel juste avant S, parce que S pour nous, c'est le repère, c'est le 0 et c'est le repère. C'est-à-dire, ici, vous avez le 0. Ici, c'est positif et de ce côté-là, c'est négatif. Le S, c'est ce point-là. Donc, c'est la même chose. Je peux considérer un objet dans cet espace entre S et F' et un objet dans cet espace et un objet dans cet espace. Ça veut dire que j'ai, pour le convexe, possibilité d'avoir l'objet réel et 3 possibilités d'avoir l'objet virtuel. Et vous avez à chaque fois des résultats différents. Et pour le concave, vous avez première possibilité, 2 et 3 d'objets réels et vous avez une possibilité d'objet virtuel. Donc en tout, pour comprendre le miroir sphérique concave et convexe,
vous avez 4 cas à traiter pour le concave et vous avez 4 cas à traiter pour le convexe. Et sincèrement, je vous conseille de faire les 4 cas. Donc, tout ce qui est objet réel, ce n'est pas compliqué, mais tout ce qui est objet virtuel, c'est un petit peu compliqué à concevoir. Et le pire, c'est quand vous allez travailler le miroir sphérique convexe avec objet virtuel. Donc, on va faire un cas après, mais je commence par le cas le plus simple. Donc, je considère un objet réel et je vais chercher son image. Bien évidemment, comme on l'a dit dans le chapitre 2, pour trouver l'image d'un point, j'ai besoin de 2 rayons. Et je vais prendre les plus simples. J'ai le centre, j'ai le foyer et j'ai le sommet. Le sommet, ce n'est pas un point caractéristique. Ce n'est pas un point particulier. C'est le centre qui a la propriété du stigmatisme, par où les rayons passent, ils sont réfléchis, incidents et réfléchis, sans changement de direction. Et le foyer F, quand un rayon arrive parallèle, il va passer par F'. Mais quand un rayon passe par F', il sera renvoyé parallèlement. C'est ce qu'on a vu dans les propriétés des foyers objets et images. Maintenant, je prends un cas. L'objet est un objet orienté vers le haut. C'est un objet de faible étendue. C'est une source de lumière. Et le point B va donner un rayon par C qui est réfléchi par lui-même. J'ai rien à faire. Ce que je vous conseille de faire, ne jamais envoyer des rayons lumineux pleins de l'autre côté d'un miroir, parce que ça va être aberrant, parce que ça va être tout simplement virtuel. Donc j'ai besoin d'un autre rayon et je veux prendre le plus simple. Alors le plus simple, c'est le rayon qui va passer tout simplement parallèlement à l'axe principal. Je ne sais pas si je fais les choses correctement, ça m'étonne. Il va passer par... vous m'excusez parce que la distance elle est grande. Mon trait n'est pas tout à fait rectiligne. Or, la lumière se propage de manière rectiligne. Donc, l'image de B va être ce point-là. Pourquoi? Parce que ce point, c'est l'intersection entre le rayon qui vient de l'infini, c'est celui-là, qui est réfléchi en passant par F'. Et le rayon qui passe par le centre C, il est réfléchi sur lui-même. Et ce point-là va être l'image de B'. Je sais que l'objet, il est plan et perpendiculaire à l'axe principal. Et donc, si je fais juste la projection sur l'axe, je vais avoir ce point qui va être A'. Et dans ce cas, A'B' va être mon image réelle à travers le miroir sphérique concave. Donc, petite interprétation parce qu'on va devoir vous demander toujours la nature de l'objet et de l'image. L'objet, il est réel et l'image, vous avez remarqué qu'elle se trouve dans cet espace de sortie de la lumière. Donc, elle est aussi une image réelle. Alors, l'objet est vers le haut et l'image est vers le bas. Donc, gamma va être négatif car c'est A'B' sur AB. Et ce sont deux valeurs algébriques de signes contraires. Mais par contre, l'image, elle est plus petite et l'objet, il est plus grand. Donc, gamma va être inférieur à 1. Mais en valeur absolue. C'est-à-dire gamma va être peut-être moins 0,3. Je dis un exemple. Donc ça va être plus petit que 1 et ça va être négatif parce que l'image elle est plus petite. D'après ça, parce que gamma n'est autre que A'B' sur AB. Voilà ce que je peux vous dire concernant cette configuration. Donc, après le concave, on va passer à la situation du convexe. Et je considère bien sûr un miroir convexe, un sommet, et le foyer image, le centre, et je prends un objet. Donc, vous avez compris, tous les rayons qui passent par B et qui se dirigent vers C vont être réfléchis, incidents et réfléchis sur eux-mêmes. Parce que le point C et la surface, ça représente le rayon. C'est-à-dire, tous les rayons, c'est des droites qui sont normales. Maintenant, pour avoir l'image de B, j'ai besoin de prendre un deuxième rayon. Je prends le rayon qui va venir parallèlement, c'est ce rayon-là. Donc, le rayon qui va venir parallèlement. Donc, il va avoir, donc, bien sûr, une réflexion, mais avec un retour en pointillé par F'. Donc, si je fais les choses comme ça correctement, ça va être comme ça. Et donc, ils vont se croiser vers ce point-là, et ça va être l'image de B, c'est B', et puisque l'objet
et étendue perpendiculaire, je vais avoir A'B' comme ici. Donc A'B', c'est l'image de AB à travers le miroir sphérique convexe. Bien sûr, AB est vers le haut, A'B' est vers le haut, donc gamma est positif, mais gamma est plus petit que 1 parce que A'B' est plus petit que AB. Donc gamma est plus petit que 1. Peut-être gamma va être 0,9 ou quelque chose comme ça, d'après le schéma, bien sûr. Maintenant, après la représentation sur le convexe et le concave, on termine ce paragraphe sur la réflexion sur une surface sphérique et on va donner rendez-vous la semaine prochaine pour la partie sur la réfraction de la lumière sur des systèmes sphériques, c'est-à-dire les dioptres sphériques.